Bonjour à tous et merci de me retrouver sur cette vidéo sur laquelle on va travailler ensemble sur un examen abordant les grandes classes des réactions de synthèse organique. Comme premier exercice, vous avez un enchaînement d'étapes de synthèse d'un aldéhyde naturel à partir d'un substrat de départ qu'il s'agit de l'éthyl 3-oxobutanoate, qui va réagir avec le 1,5-dibromopentane en présence de la base éthanolate de sodium et de l'éthanol comme solvant. Ce qui va conduire à la formation du composé A, qui en milieu acide va conduire à la formation du composé B. Ensuite, en chauffant la réaction, on va former le composé C, qui, en réagissant avec l'éthylchloroacétate en présence toujours de la base éthanolate de sodium et de l'éthanol comme solvant, va conduire à la formation du composé D. Ce composé D, en milieu acide et en chauffant la réaction, va former le composé final E, qu'il s'agit bien d'un aldéhyde. Alors, la première question de l'exercice nous demande d'identifier les structures des produits A à E. Deuxième question nous demande de préciser les mécanismes des étapes de formation A, C, D et E. Et dernière question nous demande de donner le nom de l'étape réactionnelle C-D. Alors, pour résoudre ce premier exercice, prenons le substrat de départ qu'il s'agit de l'éthyl 3-oxobutanoate. Donc, ce composé, si vous le remarquez bien, il possède deux protons labiles parce que le carbone qui les porte est lié à deux fonctions carbonylées qui sont bien des liaisons polarisées. Et donc, ces protons vont être facilement déprotonés en présence d'une base forte telle que l'éthanolate de sodium qui possède un pKa égal à 15,5. Ce qui va conduire à la formation de cet intermédiaire anionique qui va réagir par la suite avec le 1,5-dibromopentane. Donc ça va être une simple alkylation qui va conduire à la formation de l'éthyl 2-acétyl-7-bromoheptanoate. Ce dernier, possédant toujours un proton labile et toujours en présence de la base éthanolate de sodium, va être déprotoné conduisant à la formation de cet intermédiaire anionique qui va subir une alkylation intramoléculaire conduisant à la formation du composé A qu'il s'agit de l'éthyl 1-acétylcyclohexane carboxylate. Ce composé A, possédant une fonction ester et en milieu acide, va s'hydrolyser en acide carboxylique correspondant, qui en appliquant de la chaleur va subir une réaction de décarboxylation accompagnée par une élimination de CO2, ce qui conduit à la formation du composé C, qu'il s'agit bien d'une cétone, qui va réagir ensuite avec l'éthylchloroacétate, donc qui est bien un halogénoester. Donc dans ce cas-là, vous allez directement penser à la fameuse réaction de Darzen, qui commence par une déprotonation de l'halogénoester en présence d'une base forte, telle que l'éthanolate de sodium. Ce qui conduit à la formation d'un carbanion qui est stabilisé par mésomérie grâce à la fonction ester. Ensuite, ce carbanion va attaquer la fonction carbonyle de l'acétone, conduisant à la formation d'une nouvelle liaison carbone-carbone et un anion oxygène, qui va ensuite subir une réaction de substitution intramoléculaire du chlore partant, formant ainsi l'époxyde correspondant, qui en milieu acide va s'hydrolyser ou va hydrolyser sa fonction ester en fonction d'acide carboxylique. Ce dernier, en appliquant de la chaleur, va subir une décarboxylation accompagnée d'une ouverture du cycle, ce qui conduit à la formation de l'énol correspondant qui va être en équilibre tautomère avec le produit final, qu'il s'agit bien d'un aldéhyde. Ensuite, pour le deuxième exercice, on a un alcène cyclique qui va réagir avec une molécule d'ozone et du peroxyde d'hydrogène pour former le composé B qui, en milieu acide et en présence d'un excès de méthanol, forme le composé C. Ce dernier va subir la réaction de Dieckmann conduisant à la formation du composé D qui en milieu acide et en appliquant de la chaleur forme le composé E. Ce dernier, en ajoutant du NaBH4 dans le méthanol, conduit à la formation du produit F. Et en appliquant du diazométhane, va conduire à la formation du composé G. Alors, la première question nous demande de déterminer les structures des produits manquants, B à G. Et deuxième question nous demande de détailler les mécanismes des réactions BC, CD, EF et EG. Alors, pour résoudre ce deuxième exercice, prenons le substrat de départ A. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'un alcène cyclique sur lequel on a ajouté de l'ozone E3.
Donc dans ce cas-là, vous allez directement penser à la réaction d'ozonolyse qui transforme l'alcène en cétone ou aldéhyde. Dans notre cas, ça va être un double aldéhyde puisque sur la double liaison de notre alcène est substitué 2 hydrogènes. Ensuite, en ajoutant du peroxyde d'hydrogène, on va oxyder les 2 fonctions aldéhydes en acide carboxylique, qui en présence du méthanol en excès et en milieu acide vont subir une réaction d'estérification en condensant les 2 groupements acides avec du méthanol en excès pour obtenir les 2 groupements ester COO-méthyle. Le mécanisme de la réaction d'estérification, on va le voir en détail par la suite. Donc une fois on a identifié la structure du composé C, ce dernier va subir la réaction de Dieckmann, qui est une réaction intramoléculaire entre un diester et une base, donnant un bêta-cétoester. Le mécanisme de cette réaction commence tout d'abord par l'arrachement du proton en alpha de l'un des groupements ester par la base forte. Ici, on a le méthanolate de sodium qui va conduire à la formation d'un intermédiaire carbanion qui va ensuite attaquer le carbone du groupement ester restant. Donc ça va être une substitution nucléophile intramoléculaire caractérisée par un départ du groupement partant qui est l'ion méthoxy dans ce cas-là. Ce qui conduit à la formation du composé D qui s'agit d'un bêta-cétoester. Ce composé D en milieu acide va hydrolyser sa fonction ester en acide carboxylique. Ce dernier, en chauffant, va se décarboxyler, donc il y aura une élimination de CO2 conduisant à la formation du composé E. Ce composé E, en lui ajoutant du NaBH4 dans le méthanol, va réduire ces 2 fonctions cétone en alcool. Parce que le NaBH4 est une source d'hydrure H- qui est un bon agent réducteur. Le mécanisme de cette réaction, on va le voir en détail par la suite. Ensuite, pour finir la synthèse, ce même composé, en lui ajoutant du diazométhane, CH2N2 en excès, va subir une réaction d'homologation, qui est une réaction qui transforme un composé à son homologue supérieur en allongeant sa chaîne d'unité méthylène. Dans notre cas, on a un composé qui possède 2 fonctions cétone qui vont réagir avec le diazométhane, qui va attaquer dans un premier temps la fonction carbonyle de l'un des groupements cétone conduisant à la formation de cet intermédiaire, qui va se réarranger de façon à agrandir la chaîne du groupement cétone d'une unité méthylène. Donc ça va devenir CH2COCH3 au lieu de COCH3. Ensuite, dans un deuxième temps, on aura une deuxième attaque du diazométhane sur la deuxième cétone pour former cet intermédiaire qui va se réarranger de façon à agrandir le cycle d'une unité méthylène pour donner le composé G qui s'agit d'une cétone cyclique à 7 atomes de carbone. Alors revenons maintenant au mécanisme manquant. Donc, dans un premier temps, on va voir ensemble le mécanisme de la décarboxylation du composé P du premier exercice qui contient une fonction d'acide carboxylique et une fonction cétone juste à côté. Rappelons que la réaction de décarboxylation est une réaction qui se produit lorsqu'on chauffe un acide. Et donc, pour vous expliquer le mécanisme, on va faire une libre rotation autour de cette liaison carbone-carbone pour vous présenter le composé P de cette manière, afin de vous expliquer que ici, il peut y avoir une liaison hydrogène intramoléculaire qui va nous permettre de réaliser un mécanisme cyclique. Et donc, dans ce mécanisme, on va avoir ces électrons qui vont se rabattre ici, ces électrons qui vont se rabattre ici, et ceux-ci qui vont former la nouvelle liaison OH, pour obtenir ce produit qui s'agit d'anélol avec l'élimination du CO2. Ensuite, cet énol va être en équilibre tautomère avec le produit final C qui s'agit du cétone. Voilà, manquant du temps, on va s'arrêter ici pour cette première partie de l'examen et on va continuer le reste dans une deuxième partie qui serait présentée dans la prochaine vidéo. J'espère que j'étais claire. Si vous avez des questions, contactez-moi sur mon mail chemistryworld2019@gmail.com. Partagez au maximum la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.